D'où est-ce que ça vient? Est-ce que tout se joue à la naissance ou est-ce que ça peut se développer? I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. Be the biggest upset in the century of all boxing. And you know better football than me? No. So why are you talking? Chez moi, les gens que j'ai soignés, il y a 0,5% de mortalité, c'est la plus basse au monde. Mieux, À Marseille, je suis extrêmement populaire. C'est pas la popularité qui soigne, Didier Raoult. Non, c'est moi qui soigne. Bon. Certaines personnes semblent inatteignables avec une confiance en eux qui est hors du commun. Est-ce que c'est leurs actions qui leur donnent cette confiance ou est-ce que c'est leur confiance qui leur permettent ces actions-là? C'est désigné comme un dénominateur commun au succès et on est nombreux à rechercher cette confiance pour éviter tous les maux du quotidien. Je suis pas à la hauteur, je suis un bon à rien, je suis complètement à l'ouest. Tout semble indiquer qu'on est comme pris au piège d'une faible confiance en nous et que rien n'est possible. Et pourtant, je suis Medjed Bousseaba, psychologue et coach. J'exerce en cabinet, donc je travaille avec des individus et des organisations à travers de la thérapie et du coaching. Le concept qu'on s'apprête à aborder, c'est indéniablement celui qui est au cœur de la quasi-totalité des accompagnements que je réalise. Enfin, toutes les personnes sont prises au piège de cette confiance et le statut professionnel, il ne semble pas immunisé contre ça. Qu'on soit chef d'entreprise ou pas, on pourrait se dire que ces personnes-là ont naturellement une confiance en eux qui est développée et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Il semblerait qu'il y ait certaines personnes qui manquent de confiance dans des sujets précis et d'autres de manière générale. Mais est-ce que quand c'est général, on parle vraiment de confiance ? Donc la confiance en soi, pour essayer de la résumer, c'est le fait de s'estimer capable de réaliser une action. C'est notre sentiment de capacité. Et elle va fluctuer en fonction des tâches et des moments. Je peux avoir confiance en moi lors d'un premier rendez-vous amoureux, mais pas lorsque je rencontre les parents de la personne. Je peux être confiant lorsque je rencontre ses frères et sœurs. Et de nouveau, pas confiant quand elle va rencontrer ma famille. L'estime de soi, c'est différent, c'est la valeur que je m'attribue. Donc ce serait une espèce de confiance en soi générale. C'est ce score de 0 à 10, de 0 à 100 que je vais me donner et qui va inévitablement avoir un effet sur ma confiance. C'est-à-dire que ce score général, cette estime va aussi avoir un effet sur la confiance que je vais avoir dans différents domaines. Si j'ai une haute estime de moi, j'aurai une tendance à avoir une confiance qui est naturellement élevée dans les situations. Et l'inverse est également vrai. Mais d'où est-ce que ça vient? Et pourquoi c'est si horrible à vivre ce manque de confiance ou ce manque d'estime? Encore une fois, en psychologie, le comment s'explique plutôt bien, on est de plus en plus à l'aise là-dessus. Le pourquoi est différent. Une des explications, si on devait en donner une, elle vient du fait qu'autrefois, l'être humain qui était fort physiquement, qui allait terrasser ses adversaires, il allait pouvoir profiter de tous les avantages. Le territoire, les partenaires sexuels, la nourriture, etc. Donc c'est la loi de la jungle en fait, la loi du plus fort. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche. Ça soutient mon travail, ça me permet de voir à quel point ça peut vous parler ou pas. Et puis si vous avez des sujets de vidéo que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez surtout pas. Le problème c'est que lorsqu'il y a un affrontement entre deux personnes, le gagnant il va obtenir tous les bénéfices, mais il sera aussi affaibli. Ce qui fait que s'il y a une troisième personne qui guettait la fin du combat et qui vient, il va pouvoir l'achever sans trop de problèmes et obtenir ces bénéfices-là. Donc, le combat, il est de plus en plus abandonné et il y a des espèces de proxys qui vont voir le jour, c'est-à-dire des manières alternatives que de s'affronter. De plus en plus, on va non pas se battre, mais estimer l'autre en fonction de si j'ai la capacité de l'affronter ou pas. Et donc, je vais juger de la force de l'individu par rapport à son apparence. S'il est fort physiquement, je me dirais que j'ai de fortes chances de perdre. Et donc, il y a une avalanche de réactions hormonales qui va s'enclencher, qui va créer chez moi un sentiment particulier. Si je considère que je ne peux pas l'affronter et que je pars, mon estime baisse. Le cerveau, à partir de ce moment-là, il m'envoie le message que j'ai pas les capacités pour survivre, sauf si j'ai cet état d'alerte permanent. C'est un peu la différence, c'est une analogie qui n'est pas très jolie, mais si le rat se comporte comme un lion, ses chances de survie elles diminuent drastiquement parce qu'il va considérer qu'il a les compétences du lion et qu'il peut affronter n'importe qui. Et donc, en termes de survie, c'est pas idéal. Et donc, dans cette situation-là, à partir du moment où l'estime elle a baissé, toutes les situations elles sont systématiquement menaçantes. On ressent du stress qui vient notamment de cette distinction entre les ressources perçues et l'exigence de la situation. On a l'anxiété qui est omniprésente, qui nous fait anticiper que tout va mal se passer, les ruminations, etc., etc. Donc tout comportement venant de ma part, il est remis en question. Et ça, afin de m'aider à réévaluer les situations et agir correctement, dans le sens augmenter mes chances de survie. Le problème, c'est qu'en fait, tout est complètement fictif.
Votre estime, bien qu'elle ait pu être salvatrice à une certaine époque, à un certain moment donné, aujourd'hui, elle comporte davantage d'éléments délétères que positifs. En tout cas, c'est l'axe que je tente de prendre avec vous aujourd'hui. Parmi les différentes répercussions que la science a pu trouver sur l'impact une faible estime de soi, on va retrouver ce qui est en lien avec l'anxiété et la dépression. Une estime de soi faible, insuffisante, elle peut augmenter le risque de développer des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Ça va amener aussi une mauvaise image corporelle, une mauvaise image de notre corps. Une faible estime de soi, elle peut également affecter la façon dont vous vous percevez physiquement, ce qui pourra entraîner des comportements inappropriés, tels que les troubles alimentaires notamment. Il peut y avoir aussi un problème avec vos relations, c'est-à-dire qu'une estime de soi insuffisante, elle peut affecter les relations interpersonnelles, donc entre les gens, telles que les relations amoureuses ou les relations amicales. Il va y avoir aussi un fort impact sur le stress. Une faible estime de soi, elle peut augmenter le niveau de stress et de tension, ce qui peut entraîner des problèmes de santé, tels que des maux de tête, des troubles du sommeil et une baisse du système immunitaire. Alors, je mets ce petit point-là entre parenthèses parce que en ce moment, il y a des recherches qui vont dans le sens où ce qui fait que le stress a un impact positif et négatif, ça dépend de votre croyance. C'est-à-dire, si je crois que le stress est positif, il n'y aura pas forcément d'impact. Si je crois qu'il est négatif, il y aura un impact. C'est de manière générale un concept qui s'appelle le mindset. Je ferai très prochainement une vidéo sur le sujet d'ailleurs parce que c'est assez intéressant. Parenthèse fermée. Donc, il peut y avoir aussi une augmentation des substances, c'est-à-dire qu'une estime de soi insuffisante peut également augmenter le risque de recourir à des comportements à risque, tels que l'abus de substances pour essayer de compenser les sentiments désagréables qui pourraient provenir de cette estime de soi. Donc maintenant, vous devez être conscient d'une chose. La confiance et l'estime de soi sont subjectives. Elles se basent sur votre interprétation de vos actions antérieures. 2 méthodes vont être intéressantes pour la travailler. Donc en résumé, l'objectif final, c'est d'agir. C'est en agissant que vous aurez de la matière sur laquelle vous reposez pour développer votre estime et votre confiance. Donc, c'est pas l'inverse. Vous devez d'abord agir avant d'espérer retrouver cette confiance. C'est vraiment très très important. N'attendez pas d'avoir confiance en vous ou d'avoir de l'estime de vous pour agir comme vous espériez pouvoir agir, mais agissez avec l'espoir que ça puisse impacter votre estime. Et donc, posez-vous la question, comment est-ce que j'agirais si j'avais cette confiance ? Comment est-ce que je me comporterais ? L'idée n'est pas chercher à restaurer, voire entretenir notre estime. En fait, ça, c'est presque un piège. C'est un piège qui vous fera avancer, mais c'est une impasse en réalité. Agissez indépendamment de ce que votre estime vous dit. Et pour vous guider, agissez selon vos valeurs. Agissez selon la personne que vous souhaitez être. Vous avez en tête les actions. Maintenant, agissez. Et là, oui, effectivement, vous allez vous dire, oui, mais non, moi, quand je souhaite mettre ça en place, j'ai ces pensées-là, j'ai ces émotions. Ok, très bien. J'ai une solution. Imaginez que je kidnappe la personne qui est la plus chère à vos yeux. Et là, vous n'avez plus de nouvelles pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et là, vous vous faites toutes les idées du monde en vous disant « Bon, maintenant, il faut juste que j'accepte que je ne les reverrai plus jamais de ma vie. Elles ont certainement déjà été tuées dans je ne sais quel pays du monde et ce sera impossible pour moi de les retrouver. » Imaginez la détresse psychologique dans laquelle vous seriez si on avait kidnappé les personnes les plus chères à vos yeux. Maintenant, imaginez qui vous appelle. Vous décrochez. Et vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit. C'est les ravisseurs qui vous disent qu'ils ont telle personne en leur possession et qui sont disposés à vous les rendre à une condition. Et là, vous êtes prêt à tout leur céder, leur disant que vous leur envoyez tout l'argent que vous avez sur votre compte, que vous êtes prêt à faire tous les sacrifices possibles. Et ils vous disent non. Vous allez simplement essayer de faire les choses que vous aviez prévu de faire, en lien avec votre estime de vous. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne seriez pas prêt à tout faire ? Indépendamment du ressenti que vous allez avoir, indépendamment de la peur, indépendamment du stress, indépendamment des pensées, des émotions que vous allez ressentir, étant donné que l'objectif final est très important, vous allez être en capacité de faire n'importe quel sacrifice pour les récupérer. Et bien maintenant, changez les personnes que vous aimez le plus au monde par votre estime. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à tout faire pour votre estime de vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur, celui que d'enrichir votre vie, celui que de donner du sens à ce que vous faites au quotidien et à la finalité que sera votre vie? Est-ce que vous n'êtes pas prêt dans cette situation-là à tout donner et à accepter potentiellement la peur ou les pensées que vous avez pour mettre en place les actions qui comptent réellement? Et maintenant, vous savez comment agir. Mais il y a encore un problème. Vous avez des obstacles, des pensées qui vous rendent la tâche impossible, des émotions trop insupportables lorsque vous tentez de faire l'action en question. Eh bien, j'ai une solution. Tout d'abord, sachez qu'on n'agit pas sur les pensées. On n'agit pas non plus sur les émotions. Parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir en séance et qui me disent voilà, j'aimerais que l'anxiété que je ressens cesse, que la colère s'en aille. Et j'aime bien leur répondre à ce moment-là que ce qu'ils viennent me demander, c'est littéralement que de venir éteindre le soleil.
c'est inutile, voire dangereux. Le soulagement temporaire laisserait place à un désastre conduisant à des conséquences encore plus délétères que la présence du soleil, ou des émotions en l'occurrence. Et en réalité, la chose sur laquelle on veut travailler, c'est plutôt votre rapport avec elle, votre posture. Donc je conseille souvent d'être comme Ulysse. La force d'Ulysse dans l'Odyssée, c'est, face aux sirènes, de s'estimer suffisamment faible et donc demander à ce qu'on l'attache au mât du bateau, parce qu'il sait que s'il entend les chants des sirènes, il sautera du bateau. Donc votre force, elle viendra de la prise en compte de vos faiblesses. Donc à partir de là, si vous faites face à des pensées récurrentes qui vous envahissent quand vous devez faire quelque chose, ce qui finalement dégrade votre estime compte tenu du fait que vous n'êtes pas passé à l'action, vous devez être prêt à ce que ces mêmes pensées soient là, même si vos actions sont maintenant bien définies et que vous avez anticipé le fait que ça va être difficile. Et donc, face à des pensées du style « je suis nul, ça ne marchera pas, ils sont talentueux mais pas moi », rappelez-vous que vous ne pouvez rien faire. La chose que vous allez pouvoir changer, c'est votre rapport à la pensée. Imaginez que je vous dise « attention, derrière vous, il y a un cambrioleur ». Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous ne vous êtes pas retourné pendant que je vous ai dit ça? La réponse, elle est simple. C'est que vous n'avez pas cru à ce que je vous ai dit. Parce que vous avez dit, c'est une vidéo, évidemment qu'il ne peut pas voir ce qu'il y a derrière moi, il me dit ça pour l'exercice. Vous n'avez pas cru. Pourtant, cette information, elle est la même que ce que vous envoie votre cerveau en termes de pensée. Seulement, vous avez fait le choix de ne pas y croire. Et donc, on voit bien que ce qui fait que la pensée a un impact sur nous, ce n'est pas l'information en elle-même. C'est notre rapport avec cette information-là. C'est le fait qu'en fait, on ne traite ce qui vient de notre cerveau que comme systématiquement vrai. Et là, il y a un biais qui est très important, c'est qu'à partir du moment où je vais considérer cette hypothèse comme vraie, je vais être amené, de par d'autres biais cognitifs qui existent, notamment le biais de confirmation, à ne voir et à ne donner de la valeur qu'aux éléments qui viennent confirmer mon hypothèse de base. C'est-à-dire que votre cerveau, c'est une machine incroyable à détection de problèmes et à choses qui pourraient mal se passer. Évidemment qu'il se nourrit de ce que vous lui donnez. Plus vous allez vous concentrer sur les choses qui sont négatives, c'est-à-dire qu'on revient sur le fait que l'estime et la confiance, c'est une interprétation subjective qui se base sur des actions antérieures ou des inactions antérieures. Mais vous allez faire le choix aussi peut-être à un moment donné de ne voir que les actions que vous n'avez pas faites ou les actions que vous avez faites qui sont délétères pour votre estime ou votre confiance. À partir de là, vous avez cette hypothèse que vous êtes cette personne qui a une faible estime, vous êtes cette personne qui est dévaluée par rapport à son entourage. Et donc, vous allez faire, indépendamment de votre volonté, une sélection dans les informations qui sont conformes à votre hypothèse de base. Ce qui compte, ce n'est pas les pensées, c'est votre rapport avec. Considérez votre cerveau comme une autre source d'information, comme n'importe quelle source d'information que vous pourriez voir et qui est potentiellement vraie et potentiellement fausse. Et à partir de là, vous devez faire un choix en fonction de ce qu'elle vous apporte. C'est-à-dire que si la pensée que vous avez actuellement vous amène à vous mettre en action, et que cette pensée c'est « je suis quelqu'un de nul », et que vous dites « bah non, justement, je vais me prouver que je suis quelqu'un de fort, qui est capable, et donc je vais me mettre en action ». Inutile de chercher à changer ce rapport-là, parce que naturellement, elle vous mettra en action, et au bout d'un moment, vous aurez des aspects objectifs sur lesquels vous basez pour restaurer votre estime. Quoique, encore une fois, l'objectif n'est pas de chercher à restaurer, voire entretenir une faible ou une bonne estime de nous, mais plutôt de s'en dégager et de se focaliser sur qu'est-ce qui est réellement important à mes yeux. Deuxième petite parenthèse fermée. Donc ce qui compte, ce n'est pas les pensées, c'est votre rapport avec. Donc à partir de là, on va essayer de voir ce qu'on est en mesure de faire pour changer notre rapport avec la pensée. Donc vous avez cet exemple de une pensée négative envers soi-même peut m'amener du mouvement. Et dans ce cas-là, on la laisse. Mais il peut y avoir aussi des pensées positives envers soi-même qui nous amènent à l'inaction. C'est-à-dire qu'en soi, une pensée négative ou une pensée positive, soit elle est vécue à travers son côté agréable ou désagréable, donc ce qui sera négatif est désagréable, ce qui est positif est agréable, ou bien on la voit à travers la finalité qu'elle apporte. C'est-à-dire qu'une pensée qui serait désagréable peut aussi nous conduire à se mettre en action et obtenir un résultat qui est agréable. Donc tout dépend où vous placez votre curseur, et moi je vous invite à plutôt le mettre sur la finalité. C'est-à-dire qu'une pensée désagréable sur le moment n'est pas forcément négative, puisqu'elle nous met en mouvement et nous permet d'atteindre quelque chose de positif. Je vous donne un exemple. Vous aviez prévu d'aborder cette femme, d'aborder cet homme dans la rue pour lui dire que vous la trouvez belle, vous le trouvez beau, et que voilà, vous souhaitez simplement l'aborder, discuter avec cette personne-là. Mais vous êtes terrorisé à l'idée de le faire. C'est-à-dire que vous avez toutes ces pensées qui vous viennent en tête de « et si elle me refuse ? Et si elle me dit non ? Et si je suis ridicule ? Et si cela ? Et si cela ?» Et vous avez toutes ces pensées-là auxquelles s'ajoutent les émotions, l'anxiété, le stress, vous tremblez, vous avez peur, la gorge serrée, la transpiration, l'oppression dans la cage thoracique. Vous avez tous ces éléments-là qui arrivent et vous vous dites « eh ben non, mais c'est génial. Je ressens tout ça, donc c'est super challengeant. Je vais pouvoir essayer, malgré ce que je ressens, d'aller aborder cette personne-là. » Et bien là, on voit que c'est pas forcément agréable à vivre, mais ça vous a permis de vous mettre en mouvement. C'est peut-être presque ça qui vous a motivé à vous mettre en mouvement.
C'est ça qui va être intéressant. C'est là où on va parler de la fonction d'une pensée. Donc c'est super, vos pensées sont maintenant avec une influence plus faible. Le problème, c'est que maintenant, ce que je ressens est trop fort. Dire à mon chef que je mérite une augmentation, dire à mon conjoint que j'aimerais qu'il soit plus impliqué dans telle ou telle chose. Ça me permettrait d'avoir plus confiance en moi, mais j'ai trop peur de leur réaction. J'en tremble à l'idée d'être dans cette situation-là. Eh bien, bonne nouvelle, j'ai une solution pour vous. Comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos, c'est l'acceptation. De la même manière qu'une pensée ne se gère pas, une émotion, c'est la même chose. Et donc j'aime bien l'idée du marécage qu'on doit franchir pour démarrer une belle randonnée. C'est le passage obligatoire qui n'est pas agréable, mais qui vous permet par la suite de profiter du moment. Il est parfois nécessaire d'avoir un ressenti désagréable pour avancer. Rappelez-vous cette histoire du kidnapping. Est-ce que vous acceptez la rançon, celle de ressentir de la peur avant de faire quelque chose? En résumé, cessez de lutter. La lutte est ce qui rend l'émotion incapacitante. Et en fait, une émotion désagréable ne vous empêchera jamais d'agir. Si vous souhaitez réellement, et c'est pourquoi identifier des actions en lien avec ces valeurs, c'est une vraie force, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est quand même un bel atout, vous permettra de faire face. Acceptez donc de ressentir cela. Et donc si la pression est trop forte, que vous êtes face à la situation, que vous venez d'accepter réellement l'émotion en vous, mais qu'elle vous empêche parce que vous tremblez, parce que vous n'arrivez pas à respirer, corporellement il se passe trop de choses, vous avez le cœur qui bat à 180, que vous avez du mal à respirer, que vous avez la gorge serrée, que vous tremblez, que vous ne tenez plus en place et que là c'est beaucoup trop intense, prenez un temps pour respirer. Ne serait-ce que 1, 3 ou 5 respirations. Évidemment, plus vous passerez de temps, 3 voire 5 minutes, c'est l'idéal. Mais déjà, ne serait-ce qu'une respiration peut permettre d'apaiser et d'être suffisamment calme pour agir. Donc si d'ailleurs le sujet des respirations vous intéresse, je ferai certainement l'objet d'une vidéo parce que les respirations font partie des outils les plus puissants qui existent à notre disposition, paradoxalement au fait qu'on l'utilise tous les jours. Donc je ne souhaite pas vous donner de tempo précis pour la respiration, simplement retenez l'idée que l'expiration doit être plus lente. L'idée c'est si on inspire sur 3 secondes, par exemple, l'expiration sera 3, 4 à 5 fois plus lent que l'inspiration. Ça veut dire que si j'inspire pendant 3 secondes, je vais expirer sur 9, 12, voire 15 secondes, voire plus. Maintenant, il va falloir agir et accepter l'idée que les conditions ne seront pas toujours réunies et accepter que la confiance viendra après vos actions et non pas l'inverse. En résumé, identifiez les actions que vous feriez si vous aviez confiance. Et face à l'état d'alerte dans lequel vous seriez, dégainez la diffusion et l'acceptation. Alors si vous ne comprenez pas pourquoi je parle de diffusion cognitive et d'acceptation, rassurez-vous, c'est normal. C'est qu'à la base, j'avais prévu de les inclure dans la vidéo, mais on arrivait à une durée finale de 45 minutes et je pense pas que ce soit le meilleur format pour YouTube. En revanche, si vous êtes intéressé pour savoir comment pratiquer ces deux exercices-là, j'ai des extraits de séances et puis je pourrais éventuellement aussi créer des vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je réfléchirai à une manière de vous les partager. Et maintenant, agissez. Vous avez en vous un pouvoir colossal. Ne laissez personne vous en faire douter, y compris vous. Surtout vous. Cheminez dans ce qui vous semble important et soyez fiers d'avoir agi, quel que soit le résultat. Je vous souhaite le meilleur.